La période post-indépendante pour les enseignants, ça a été une période de transition très très difficile à vivre. On avait des façons de travailler, on était prêt à s'adapter, mais la manière dont le parti unique a enclenché l'enseignement, pour ma génération, ça ne cadrait pas du tout. Ça ne cadrait pas du tout. Et il fallait retrouver d'autres codes, il fallait retrouver d'autres valeurs. C'était très difficile parce que moi j'ai été formé à l'école de Jules Ferry avec des principes, une certaine rigueur et comment dire, on avait des façons de travailler extrêmement rigoureuses. Mais dans la pratique, on avait par exemple des difficultés. Par exemple, lorsqu'il m'arrivait d'être, comme mon mari devait accompagner les enfants très tôt, il me déposait très tôt au lycée, et à 7h15, j'étais au lycée. Et pour ne pas rester de 7h15 à 8h sans rien faire, j'ai convoqué mes élèves pour travailler, préparer le bac. Donc c'était quand même une heure acquise. Mais la difficulté qui se posait, c'est le portier. Il ne voulait pas me laisser rentrer avec les élèves parce qu'il fallait suivre le règlement. Bien sûr qu'il y avait de quoi être furieuse, mais finalement j'ai obtenu gain de cause. C'est là que j'ai vu qu'on avait dévié et que le savoir allait être vaincu par la bureaucratie. Une surveillante générale avait des droits sur votre travail, sur la pédagogie. On vous imposait des fiches. On ne peut pas travailler avec des fiches dans une école qui cherche l'ouverture, qui cherche la réflexion, etc. Il m'est arrivé des fois de changer le programme de ma journée lorsqu'une élève me posait une question et que ça déclenchait tout un processus de réflexion. Donc on ne peut pas travailler avec la rigidité du parti unique. Et là où j'avais les difficultés, des choses qui étaient pour moi les plus naturelles, par exemple demander un rideau pour protéger mes élèves du soleil, c'était prévu comme de la subversion. Et vraiment, j'en ai souffert. Quand quand on organisait un bac blanc et que j'étais chargé de faire le compte rendu, il fallait que je le fasse oralement. Et moi, je n'avais pas l'habitude de travailler comme ça. Je voulais par écrit. Mais il y avait une peur de l'écrit. Donc on ne pouvait rien faire. Une année, pour avoir la note administrative, on nous donne une fiche à remplir, à signer, sans avoir eu la note. Moi, ça me paraissait tellement incongru, enfin, ça me paraissait impossible. Et bien sûr, j'étais la seule à ne pas signer. La directrice me convoque. Elle me dit, pourquoi vous n'avez pas signé? Vous n'avez pas confiance en moi? Puis je lui dis, mais madame, ce n'est pas une affaire de confiance, c'est une affaire de principe. Est-ce que je peux signer un papier sans savoir le contenu? Et c'est là que ça a commencé, les petites... moi j'appelle ça des déviations morales, parce que vraiment c'est une atteinte à des principes, à des morales, à une façon de travailler. Il n'y avait aucune rigueur dans le travail. C'était vraiment pas facile. Par exemple, une fois je suis allé voir la directrice, mes élèves grelottaient dans la classe, et je leur dis, n'est-il pas possible d'avoir un chauffage alors que la directrice elle-même en avait 3? Ça a été des luttes permanentes.
bien des choses comme ça. On avait droit à des rappels. Tout le monde avait eu son rappel. Chaque mois, je vais voir l'intendante. Et je dis à l'intendante, pourquoi vous ne m'avez pas payé? C'est indu, je ne suis pas une mendiante, c'est le fruit de mon travail. Elle me dit, je sais que vous n'en avez pas besoin. Oh, elle va gérer ma vie. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là qui vous usent à la fin, qui vous usent. Nous, notre culture, notre façon d'enseigner est tout à fait désintéressée. C'est une passion. Notre plaisir, c'était la réussite. Je n'ai jamais cassé un élève. Jamais. Quelquefois, quelqu'un arrive comme ça, avec un texte plein de fautes et tout. Ça me posait des cas de conscience, je n'allais pas la rejeter. Alors, et on s'entendait, je lui dis, voilà, tous les matins, vous m'écrivez un tout petit texte. Par exemple, un petit oiseau s'est posé sur la fenêtre, votre voisin, etc., etc., de façon à avoir un entraînement. Et c'est comme ça, plutôt que de la casser, elle a appris à travailler. Je ne mettais pas de zéro pour... c'est pas possible. C'était pas dans ma conception de l'enseignement. On établissait une relation. Même plus tard, lorsque j'ai donné quelques leçons particulières, je me suis rendu compte qu'il fallait redonner confiance aux enfants parce que l'école les a cassés, les a humiliés, les a rendus infirmes. Il m'est arrivé des fois d'avoir un élève totalement hermétique. Ça me posait un cas de conscience, il ne réagissait pas, et finalement, il fallait lui redonner confiance. Il a eu confiance en lui-même, et ça a été le déclic. L'intelligence était là. Il a pris conscience qu'il avait une intelligence, et que cette intelligence allait lui servir dans son travail. Il a suffi peut-être d'une seconde. Et j'ai eu un jour un élève qui arrive tout de suite comme ça et me dit « Madame, crale la lecture ». Je n'ai rien dit et on a commencé à travailler et il est tombé sur le mariage de Figaro, une pièce de théâtre. Bien, ça a été terminé. Après, il n'arrêtait plus de lire. Il venait m'emprunter. Je crois qu'il ne faut pas brutaliser. Hein. Oui, non. Il faut observer, voir la réaction. Et quand un enfant prend conscience qu'il a une intelligence et que cette intelligence va l'aider dans son travail, regardez par exemple en ce moment, c'est des réformettes à droite, c'est des réformettes à gauche, il faut faire une véritable révolution dans le système scolaire. Là, on n'avance pas. Quand il n'y a pas de raisonnement, quand il n'y a pas de réflexion, rien ne se fait, ou tout se fait de travers. Regardez tout ce qu'on fait comme réforme. Par exemple, moi, depuis 62, je dis, la formation, c'est prioritaire, la formation, c'est prioritaire, on paye les dégâts maintenant. On paye les dégâts maintenant. Et je crois que l'erreur fondamentale, c'est le système scolaire. Il fallait au moins un minimum de fondamentaux pour faire avancer. Un élève qui met 1 heure pour un problème qui ne demande que quelques minutes, s'il avait eu une bonne formation, ça n'aurait pas posé de problème. Donc, ce qui a manqué, c'est une pédagogie. Or, quand on apprend par cœur, quand on apprend sans comprendre, on a fait de nos enfants des perroquets. Il est arrivé même que dans le système médical, parce que j'ai eu des enfants en médecine, il fallait qu'ils reproduisent le cours textuellement tel que le professeur l'avait dicté.
Et lorsque mes enfants, qui lisaient beaucoup, apportaient des choses nouvelles, on les pénalisait. C'est là que j'ai compris que le savoir n'était pas du tout la priorité. Or, si on veut bâtir le pays, si on veut vraiment le porter comme un trésor à protéger, il faut laisser les jeunes travailler. Moi, j'ai toujours lutté pour les jeunes. Et quand j'ai eu le prix de la Fondation Boucher-Psy pour un petit livre que j'ai fait, c'était simplement en reconnaissance de ce que j'ai fait pour la jeunesse. D'ailleurs, ils me le rendent bien et je les remercie bien parce qu'ils m'ont toujours, comment dire, eu beaucoup d'égards pour le prof. Parce qu'on avait une conception de l'enseignement qui n'était pas mercantile. C'est pas de commerce, c'est pas d'argent, c'est pas... Depuis 83, je fais des interventions, c'est même pas des conférences académiques, pour faire connaître aux enfants ce qui existe, comment comprendre, etc. Et c'est comme ça que j'ai fait la collection Empreintes, qui me permettait de connaître des auteurs algériens. Parce qu'en 62, il y avait une telle aliénation que des enseignants disaient il n'y a pas de littérature algérienne. C'était un scandale. Comment il n'y a pas de littérature algérienne? Et Firaoun, et Mamri, et Dib, et Benedouga, sans compter ceux qui sont passés sous le boisseau. Quand on voit le scandale, les procès que l'on fait à des écrivains comme Mamri, comme Dib, c'est inadmissible. Qu'est-ce que c'est que ce pays qui ne veut pas des langues, qui ne veut pas du savoir, et comment vivre? On appartient à un pays, on appartient à une culture, on a une façon de vivre, un art de vivre, ça nous appartient. Et si on vous impose, qu'est-ce qu'on peut vous imposer? D'abord, vous-même, votre culture, etc. Comme disait Gandhi, que toutes les portes et les fenêtres de ma maison soient ouvertes aux autres cultures, mais qu'aucune ne me renverse. Et c'est important. Il faut penser quand même comme une culture, comme la culture amazigh, qui a traversé des siècles dans les guerres, dans les tourmentes, dans les arbitraires. Il faut se dire quand même que c'est un trésor à protéger. Les pays qui connaissent la culture, une stèle, c'est un objet d'adoration. En quoi ça porte atteinte à une autre forme d'adoration? C'est pour ça qu'il faut ouvrir les esprits. On est tous de culture, enfin, personnellement, je suis de culture amazigho-musulmane. J'ai été élevé mais j'avais mes valeurs, les valeurs de ma culture. Ce que ma mère m'a appris, ce que mon père m'a appris, c'était universel. C'est pour ça que ma génération ne se sent pas aliénée. À l'indépendance, bon, il y a des périodes de transition, il faut s'adapter, il faut réfléchir, etc. Mais on se dit, c'est pour notre pays. Voilà. Et je pense que j'arrive à 95 ans, je pense avoir bien rempli ma vie dans le fait que mes élèves ont tous pris le bon chemin. Et ça, c'est une passion d'abord, mais c'est aussi une satisfaction pour moi. Quand un élève me dit « c'est grâce à vous », qu'est-ce qu'on attend d'autre? Il y a beaucoup à lire.